Mais ce qui est surtout inadmissible, c'est l'application du rapport de causalité aux circonstances de la vie physico-organique et spirituelle. Ici, ce qu'on appelle cause se révèle comme ayant un tout autre contenu que les faits. Et cela parce que ce qui agit sur le vivant est déterminé par lui-même, modifié et transformé par lui, parce que le vivant ne laisse pas la cause produire son effet. Autrement dit, parce qu'il la supprime en tant que cause. C'est ainsi qu'il serait absurde de dire que la nourriture est la cause du sang, ou que tel aliment, ou le froid ou l'humidité sont des causes de la fièvre. Il serait non moins absurde de dire que le climat de Lyonie a été la cause des œuvres d'Homère, ou que l'ambition de César a été la cause de la chute des institutions républicaines de Rome. Dans l'histoire, ce sont des masses spirituelles et des individus qui agissent et se déterminent réciproquement. Mais l'esprit manifeste à un degré infiniment plus élevé que ne le fait la nature de l'être vivant en général, le refus de se laisser absorber par un autre originel ou de permettre à une cause de continuer en lui son action sans l'interrompre ou la transformer. Il s'agit là de manifestations de l'idée sur lesquelles nous aurons encore à revenir. Ajoutons seulement ici que pour autant qu'on admet un rapport entre cause et effet, même au sens impropre du mot, l'effet ne peut pas être plus grand que la cause. Car l'effet n'est rien de plus que la manifestation de la cause. C'est un mot d'esprit devenu courant que celui qui consiste à attribuer de grands effets à de petites causes et de placer à l'origine de vastes et profonds événements une anecdote. Ce qu'on appelle dans les cas en question cause n'est pas autre chose qu'une simple occasion, une impulsion extérieure dont l'événement en question, envisagé du point de vue de sa signification interne, n'avait pas besoin pour se manifester, pour se produire, alors qu'il aurait pu tout aussi bien se manifester en présence de n'importe quelle autre occasion, de n'importe quelle autre nature. On se rapproche davantage de la vérité en disant que c'est l'événement lui-même qui s'est servi de telle ou telle cause, petite et occasionnelle, comme d'un prétexte, la conception qui voit dans l'histoire une sorte d'arabesque, où cela représente sous la forme d'une tige mince et grêle donnant naissance à une plante de forme immense. Cette conception, disons-nous, est peut-être ingénieuse, mais tout à fait superficielle. Cette réduction du grand au petit est bien celle à laquelle l'esprit se livre sur l'extérieur, mais pour cette raison même le petit ne saurait apparaître à l'esprit comme une cause, et en opérant la réduction en question, on supprime le rapport même de causalité. Mais ce caractère défini du rapport de causalité, caractère qui consiste dans une différence entre la forme et le contenu, et dans leur indifférence réciproque, s'étend encore plus loin. La détermination de la forme est en même temps celle du contenu, aussi bien la cause et l'effet, qui sont les deux termes du rapport, ont-ils chacun un autre contenu? Ou bien le contenu, vu qu'il n'est que contenu d'une forme, porte en lui-même ce qui fait la différence de la forme, cette différence étant essentielle. Mais comme sa forme représente le rapport de causalité en vertu duquel la cause et l'effet ont un contenu identique, le contenu différent se rattache extérieurement à la cause d'une part, à l'effet de l'autre. Aussi n'est-ce pas lui-même, c'est-à-dire spontanément et comme tel, qu'il se trouve engagé dans l'action et dans le rapport. Ce contenu extérieur est donc dépourvu de rapport. Il représente une existence immédiate. Ou bien, étant donné qu'en tant que contenu il représente l'identité étant en soi de la cause et de l'effet, il est également une identité immédiate, une identité qui est un étant. Il s'agit par conséquent d'une chose quelconque dont l'existence est soumise à plusieurs déterminations, entre autres à celle d'être sous un certain rapport cause ou effet. Les déterminations de forme, cause et effet ont dans cette chose leur substrat, c'est-à-dire leur permanence essentielle, mais chacune a une permanence particulière parce que leur identité consiste dans leur permanence, mais c'est en même temps leur permanence immédiate et non leur permanence en tant qu'unité de forme ou rapport. Mais cette chose n'est pas seulement substrat, elle est aussi substance, car sa performance identique n'est que celle du rapport. Elle est en outre substance finie, car elle se définit comme étant immédiate par rapport à sa causalité. Mais elle est en même temps causalité, car elle ne représente également que l'identique de ce rapport. Aussi bien ce substrat est-il en tant que cause rapport négatif à soi, mais cela même, c'est-à-dire ce à quoi il se rapporte, est un être posé parce qu'il se définit comme un réel immédiat,
Cet être posé en tant que contenu est une détermination quelconque en général. En deuxième lieu, la causalité lui est extérieure. Aussi bien est-ce à elle qu'il doit son être posé. Puisqu'il est ainsi substrat-causal, sa causalité consiste en ce qu'il se rapporte négativement à lui-même, donc à son être posé et à la causalité extérieure. Aussi l'action de cette substance a-t-elle un point de départ extérieur. Elle s'affranchit de cette détermination extérieure et son retour à soi équivaut à la conservation de son existence immédiate et à la suppression de son être posé et avec lui de sa causalité en général. C'est ainsi qu'une pierre, lorsqu'elle est en mouvement, et cause, son mouvement est une détermination qui lui appartient, mais en dehors de laquelle elle a encore de nombreuses autres déterminations telles que couleur, forme, qui ne font pas partie de sa causalité. Son existence immédiate étant séparée de sa causalité, celle-ci est extérieure. Le mouvement de la pierre et la part de la causalité qui lui revient dans ce mouvement ne sont que son être posé, mais la causalité lui appartient aussi en propre. Elle lui est immanente, de sorte que sa permanence substantielle représente son rapport identique à soi, et par voie de conséquence le rapport négatif à soi. Sa causalité, qui est orientée vers soi comme vers un être posé ou comme un extérieur, tend aussi à supprimer cet être posé ou cet extérieur, à l'écarter et à revenir sur soi, c'est-à-dire qu'elle tend non à rester identique à soi dans son être posé, mais à rétablir son abstraite primitivité. La pluie, par exemple, est cause de l'humidité qui est faite de la même eau que la pluie. Cette eau a pour détermination d'être pluie et cause, parce que cette détermination lui est imposée par un autre. Une autre force ou quelque autre chose a fait monter cette eau dans les couches supérieures de l'atmosphère, l'a réunie en masse et cette masse est retombée sur la Terre, entraînée par son poids. Son éloignement de la Terre, autrement dit son ascension dans les couches supérieures de l'atmosphère, constitue une détermination étrangère à sa primitive identité, à soi, à son poids. Sa causalité consiste à écarter cette détermination, à l'éliminer et à rétablir la primitive identité, ce qui entraîne également la suppression de sa causalité. La deuxième précision de la causalité que nous examinons ici concerne la forme. Ce rapport est celui de la causalité extérieure à elle-même, de la causalité en tant que primitivité qui est à son tour effet par rapport à cette causalité. Cette réunion de détermination opposée dans le substrat donne à la régression, donne lieu à la régression infinie de cause à cause. On commence par l'effet, comme tel, il a une cause, laquelle a à son tour une autre cause, et ainsi de suite. Pourquoi la cause a-t-elle une cause à son tour? Autrement dit, pourquoi ce qui tout à l'heure a été défini comme cause est-il maintenant défini comme effet, dont on demande également la cause? Parce que la cause est quelque chose de fini, de précis, parce qu'elle représente la forme par rapport à l'effet, de sorte que sa précision ou négation se trouve en dehors d'elle. Mais pour cette raison même, elle est elle-même finie. Sa précision lui est inhérente et elle est ainsi un être posé ou effet. Son identité, qui en est la conséquence, est également posée, mais elle constitue un troisième représenté par le substrat immédiat. La causalité est extérieure à elle-même parce que sa primitivité est une immédiateté. C'est pourquoi la différence de forme constitue la première précision, non la précision posée comme précision. Elle est un être autre étant. La réflexion finie ne va pas d'une part au-delà de cet immédiat. On élimine l'unité de forme et en fait une cause sous un rapport, un effet sous un autre. D'autre part, elle recule l'unité de forme à l'infini et montre par sa progression incessante son impuissance à l'atteindre et à la maintenir. Il en est de même d'une façon immédiate de l'effet, ou plutôt la progression infinie d'effet est la même chose, d'effet à effet est la même chose que la régression infinie, de cause à cause. Dans cette régression, chaque cause devient un effet, ayant sa cause à son tour. Tandis que dans le premier cas, c'est-à-dire dans la progression d'effet à effet, chaque effet devient une cause, ayant son propre effet. La cause définie dont nous nous occupons commence par une extériorité, et au lieu de se rejoindre elle-même dans son effet, elle y perd plutôt la causalité. Mais inversement, l'effet porte sur un substrat, qui est substance, une substance se rapportant primitivement à elle-même. Et c'est dans cette substance que l'être posé devient pour cette raison être posé. Autrement dit, cette substance dans laquelle se trouve posé un effet se comporte comme une cause. Mais le premier effet, celui qui est posé dans la substance comme venant de l'extérieur, est un autre.
que le deuxième, c'est-à-dire celui qui en émane, car ce deuxième effet se définit comme sa réflexion sur soi, tandis que le premier est par rapport à elle une extériorité. Mais étant donné que la causalité est ici extérieure à elle-même, elle devient extérieure dans son effet. Au lieu de s'y rejoindre, de s'y retrouver, son effet devient à son tour un être posé dans un substrat, comme dans une autre substance, laquelle se manifeste à son tour comme cause, se sépare de l'effet, et ainsi de suite au quasi-infini. On voit maintenant quelles sont les conséquences du rapport causal défini. La causalité formelle s'éteint dans les faits. De ce fait, l'identité de ces deux moments se trouve réalisée à la faveur d'un devenir, mais seulement en tant qu'unité en soi de la cause et de l'effet, dans laquelle le rapport de forme reste un rapport extérieur. Conformément aux deux déterminations de l'immédiateté, cette identité des deux moments se présente en premier lieu en tant qu'être en soi, comme un contenu par rapport auquel la causalité est extérieure, et elle se présente en deuxième lieu comme un substrat auquel la cause et l'effet sont inhérents comme des déterminations de forme différentes. Au sein de ce substrat, les déterminations de forme en question n'en représentent qu'un en soi, mais en raison même de cet être en soi, ou de l'extériorité de la forme, chacune d'elles est extérieure à elle-même, et se trouve définie dans son union avec l'autre, comme autre par rapport à celle-ci. C'est pourquoi la cause produit un effet et est en même temps effet elle-même, et que l'effet, tout en ayant une cause, est cause lui-même. Mais il y a une différence entre l'effet produit par la cause et l'effet représenté par la cause, de même qu'entre la cause qui a un effet et la cause en tant que cause. Il résulte donc du mouvement du rapport de causalité défini que la cause ne s'éteint pas seulement dans l'effet, et l'effet avec elle, comme dans la causalité formelle, mais qu'en s'éteignant, la cause renaît dans son effet, et que l'effet, tout en disparaissant dans la cause, y devient de nouveau. Chacune de ces déterminations se supprime en se posant et se pose en se supprimant. Il ne saurait être question d'un passage extérieur de la causalité d'un substrat à un autre, mais c'est en devenant autre que la causalité se pose comme telle. On peut donc dire que la causalité se présuppose elle-même et est sa propre condition. L'identité qui n'était antérieurement qu'un étant en soi, c'est-à-dire le substrat, se trouve désormais définie comme présupposition ou posée comme causalité efficiente. Et la réflexion, qui précédemment était seulement extérieure à l'identité, se trouve désormais en rapport avec elle. Action et réaction, effet et contre-effet. La causalité est toujours action présupposante. La cause est conditionnée, elle est rapport négatif à soi, comme avec un présupposé, comme extérieur à soi, comme un extérieur qui n'est causalité qu'en soi, et seulement en soi. L'identité substantielle, en laquelle, ainsi que nous l'avons vu, se transforme la causalité formelle, se comporte désormais à l'égard de celle-ci comme son négatif, ou bien c'est la même chose que la substance du rapport de causalité, mais à laquelle s'oppose en tant qu'elle-même activité substantielle, l'accidentalité, c'est la substance passive. Et passif, ce qui est l'immédiat ou l'état en soi, ce qui n'est pas également pour soi, l'être pur ou l'essence pure qui ne possède que cette détermination de l'abstraite identité à soi. 7. À la substance passive s'oppose la substance active, agissante, qui est dans un rapport négatif avec elle-même. Elle est la cause, pour autant que par la négation de soi-même, elle s'est rétablie dans les faits. Elle est un réfléchi qui, dans son être autre ou en tant qu'immédiat, se comporte essentiellement comme posant et par sa négation se médiatise avec soi-même. C'est pourquoi la causalité ne possède pas ici un substrat auquel elle serait inhérente. Elle n'est pas une détermination de forme par rapport à cette identité, mais elle est elle-même substance, ce qui veut dire que c'est la causalité seule qui est l'originelle, l'initiale. Le substrat est la substance passive qui est présupposée elle-même.